Miss Parks, are you a witch? Yes, I am. Is there a law against that? Control yourself! Bonsoir, créatures de la nuit, et bienvenue dans le Grim Girls Podcast, le podcast qui parle de films d'horreur, de personnages féminins et de thématiques liées à celle-ci. Pour ce nouvel épisode, je me retrouve seule, alors ça faisait un petit moment et j'hésitais entre plusieurs films, mais au final, c'est l'actu qui s'est imposée à moi puisque la plateforme de films d'horreur Shadows a eu la bonne, même la géniale idée de sortir Ginger Snaps, la trilogie, ce 26 juin. Alors les 3 films, donc la trilogie comme j'ai dit, parce que en fait oui, il y a certaines personnes qui oublient parfois ça, mais en fait Ginger Snaps, de base c'est une trilogie. Donc je vais vous avouer que c'est tout à fait bénéf pour moi, parce que en fait j'avais pas vu les 2 autres, j'avais vu que le premier, et du coup ça fait encore plus d'histoire autour de ces personnages, et ça me fait encore plus de Katharine Isabelle et plus de loup-garou. Donc je suis plutôt heureuse. Je vais donc dans l'épisode d'aujourd'hui vous parler de cette trilogie de films, en m'attardant d'abord un peu sur la figure du loup-garou pour ensuite décortiquer en long en large en travers le premier film, que j'ai d'ailleurs analysé pour un mémoire écrit en 2023. Et ensuite je vais vous parler un peu des suites du coup, donc le 2 et le 3. Je vous préviens, mais évidemment la discussion, au moins autour du premier film, elle est 100% spoilers, parce que ça me permet de vous parler bien en détail de tout ça. Pour les suites, je vais essayer d'être plus succincte, même si j'ai quand même envie de vous parler des thématiques du coup qui m'intéressent dans ce podcast, et que c'est possible, voire même c'est carrément sûr en fait qu'il y a certains éléments des histoires, des intrigues que je vais révéler. Voilà. Donc c'est mieux d'avoir vu les films, au moins le premier. Alors, mais avant ça, déjà, j'imagine que vous l'avez peut-être remarqué, mais je suis un petit peu malade. Voilà, donc je m'excuse pour la voix qui est un petit peu faible, malheureusement. Je voulais aussi, avant de commencer, faire un petit point actu, parce que j'ai 2-3 trucs à vous dire. Déjà, si vous ne saviez pas, du 10 au 12 juillet a lieu le Stabaton, qui est un festival de slasher organisé par Mylène de la chaîne Welcome to Primetime Beach et du podcast Jumpscare. Alors ça a lieu à Dompierre-sur-Bèvre et j'y serai comme l'année passée, sauf que cette fois-ci, j'ai le grand honneur de faire partie de la table ronde dont la thématique a été révélée et à la suivante, les femmes dans les slashers. Alors, j'y présenterai aussi The Craft, qui est du coup le premier film qui passera à 13h le vendredi. Et je présenterai également le premier Slumber Party Massacre à 21h le samedi, que du coup j'ai déjà couvert ici dans le podcast. Comment vous dire que j'ai vraiment très hâte, et j'espère vous voir nombreux et nombreuses là-bas. Ensuite, si vous êtes à Bruxelles le 30 juillet, venez à Ciné-Flaget parce que je présenterai la sélection de la Carcosian Film Night, qui est un festival qui propose des films et des courts-métrages occultes et de folk horror. Alors toutes les infos sont encore à venir, mais soyez-en certains et certaines, j'y serai. Voilà, je vais tout mettre dans la description, les liens, etc. Dans la description du coup de cet épisode. Le point actu est terminé, c'est parti pour Ginger Snaps. Si je vous dis loup-garou, vous pensez à quoi d'abord ? Cette figure, elle est, avec le vampire, l'une des plus emblématiques du cinéma et de la littérature horrifique. Issue de mythes et de folklore occidentaux comme la mythologie grecque, avec la légende de Lycaon, dont les fils ont été transformés en loups par Zeus, ou le folklore nordique avec la saga des Volsungs, qui raconte l'histoire d'un père et de son fils qui utilisent des peaux de loup pour se transformer en cet animal pendant 10 jours. Les loups-garous, ils font partie de notre culture depuis des siècles.
L'un des premiers exemples de loup-garou au cinéma, c'est avec le film The Werewolf, ce qui veut dire littéralement le loup-garou, qui est en fait un film muet de 18 minutes datant de 1913, réalisé par Henry McRae et écrit par une femme, Ruth Ann Baldwin. Apparemment, le film est aujourd'hui perdu, puisque toutes les copies originales auraient été brûlées dans un incendie des studios Universal. Ce que je trouve absolument génial avec ce film, c'est que grâce à lui, on peut en fait dire que l'une des premières représentations de loup-garou au cinéma, c'est en fait une louve-garou, parce que l'histoire raconte l'histoire du coup d'une femme Navajo, qui est un peuple indigène du sud-ouest des États-Unis, qui a en fait le pouvoir de se transformer en loup, en plus d'être une sorcière qui se venge de son mari qui l'a abandonnée. Alors oui, ça a l'air incroyable, et oui, je veux absolument le regarder, donc je suis vraiment dégoûtée qu'il soit pas disponible en fait. Si jamais vous avez plus d'infos par rapport à ça d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire, parce que vraiment j'ai un petit peu le seum. Bref, depuis 1913, on a vu beaucoup de films et même de séries explorer cette figure mythique comme le loup-garou de Londres, Hurlement, Werewolf, La Compagnie des loups, Teen Wolf ou bien Twilight aussi, oui. Vous le savez sûrement déjà, mais on va vite faire revenir aux bases des codes souvent suivis avec du coup les loups-garous, ces codes qui sont parfois transgressés. Alors généralement, le loup-garou, il est victime de sa condition puisqu'il n'a pas le choix de se transformer et les mutations de son corps, elles sont en phase avec le cycle de la lune. La transformation, elle s'accompagne d'ailleurs de changements corporels, des poils qui poussent, des dents qui s'allongent, la taille du corps qui grandit, la musculature qui s'affermit, et du coup c'est assez simple en fait de faire un parallèle avec la puberté. Je suis quasi sûre que ça vous est déjà venu à l'esprit même. La psychologue et auditrice Marion Hendricks appelle adolescence accélérée cette transformation lycanthrope dans son livre Petit traité d'horreur fantastique. Gardez ça en tête parce que on va y revenir plus tard. Il m'est aussi impossible de parler de loup-garou sans parler du manque qu'on a de louve-garou, les femmes loup-garou, parce que dans leur définition et représentation les plus répandues, les loups-garous ils sont grands, ils sont poilus, forts et violents, et du coup c'est tout ce qui colle parfaitement à l'image de la virilité traditionnelle. Et du coup on a une surreprésentation des hommes loups-garous. Dans l'article très intéressant d'ailleurs Why Are There No Female Werewolves de Julia Oldham datant de 2017 qui a été publié en ligne, on peut lire qu'effectivement, quand les femmes loups-garous sont représentées, elles sont hyper sexualisées et elles sont rarement montrées comme repoussantes ou monstrueuses. Si je veux la citer, en traduisant évidemment, la femme loup-garou, elle dérange parce qu'elle brise les codes de la féminité. Parce que oui, en se transformant en louve, la femme, elle devient animale, elle s'éloigne en fait des critères physiques et comportementaux inculqués aux femmes et au féminin dans notre société patriarcale. Cependant, il est important de dire qu'il y a quand même un changement dans ces représentations. On espère juste qu'elles continuent d'évoluer vers un positif. Voilà, maintenant que j'ai fait un petit état des lieux, on va pouvoir se lancer dans le gros du sujet, Ginger Snaps. Out by 16 or dead in the scene, but together forever. United against life as we know it. Let's get out of here. What was it? Big dog, maybe? Whoa. Whoa, that's it. Whoa. Think you see werewolves a lot? Did I change last night? Howl at the moon. How do you feel? Wicked. Ginger Snaps, c'est un film canadien qui est sorti en 2000, réalisé par John Fawcett et écrit par Karen Walton. Après son succès auprès du public et en festival, il a eu droit, comme je l'ai dit précédemment, à une suite, Ginger Snaps Unleashed, sorti en 2004, réalisé par Brett Sullivan et à nouveau écrit par Karen Walton avec Megan Martin, dont c'est d'ailleurs le tout premier script. La même année, on a droit aussi à un préquel /reboot/remake
The Beginning, qui est réalisé par Grant Harvey et écrit par Christina Rey et Stephen Massicott, dont c'est pour elle aussi une première expérience en écriture de scénario. Comme je l'avais dit en intro, on va discuter d'abord du premier film, à commencer d'abord par sa production. Alors quand on lit et qu'on regarde des interviews, on apprend assez vite que la scénariste Karen Walton n'était au départ pas très partante pour se joindre au projet. Elle voulait pas en fait écrire un énième film d'horreur classique, entre guillemets, et elle voulait en fait apporter sa patte dans le scénario, à savoir la possibilité d'aller au-delà des représentations clichés des jeunes femmes dans ce genre de film, qui sont d'ailleurs selon elle particulièrement négatifs et contraignants. On a eu beaucoup de chance que John Fawcett semblait être de son côté, puisque ses demandes elles ont été validées, et qu'il y a donc avec ce film un soin vraiment particulier à l'écriture des personnages féminins. Karen Walton, elle a également rapporté avoir écrit un film qu'elle aurait elle-même eu envie de voir, alors qu'il faut savoir que de base, elle n'est pas trop fan du genre horrifique. Du coup, le duo Fawcett-Walton, il a travaillé en étroite collaboration pour écrire une histoire surnaturelle avec des personnages féminins qui vont être réalistes. Donc ça, c'est vraiment une particularité de ce film et de cette trilogie de manière générale. Il y avait aussi dès le départ une idée de transgression pour ancrer le loup-garou dans quelque chose qui est plus concret, plus biologique et plus authentique. La transgression, c'est vraiment un terme qui est hyper important pour ce film, que vous allez m'entendre dire encore, ça c'est clair, et pour ça je suis pas du tout désolée. Grâce à tout ça, le film il est devenu absolument culte et est encore aujourd'hui salué par la critique pour son remaniement de l'imaginaire du loup-garou selon une perspective féminine. Alors vous l'aurez compris, je vais être hyper dithyrambique dans cet épisode, mais vous ne m'en voudrez pas parce que ce film est tout simplement génial. Dans Ginger Snaps, donc, on suit deux sœurs de 15 et 16 ans, Brigitte et Ginger Fitzgerald, interprétées respectivement par les icônes Emily Perkins et Katharine Isabelle. Elles entretiennent, donc les sœurs, un lien hyper fusionnel, en plus de partager un amour et une fascination pour le macabre. Le soir de ses premières règles, et retenez bien cette info aussi, Ginger, elle se fait attaquer par une créature mystérieuse qui s'avère être un loup-garou. À partir de là, le corps de Ginger ainsi que son comportement vont progressivement se transformer. Le film, il peut en fait être séparé en deux. Avant l'attaque, et donc avant le début des règles et la puberté officielle entre guillemets de Ginger, et après tout ça. C'est comme ça que je vais approcher le film dans cet épisode, en analysant du coup les personnages et le scénario, comme d'habitude, d'un point de vue genré, vous me connaissez maintenant. Ici en prenant en compte l'adolescence féminine, le rapport au corps et à la sexualité. Alors on commence donc d'abord avec la toute première partie, donc avant l'attaque. On le comprend directement, en fait Ginger et Brigitte, elles sont différentes du monde qui les entoure, elles aiment se mettre en scène avec du sang, elles créent un pacte de mort ensemble, elles s'habillent en sombre, elles ne restent vraiment qu'à deux. Bref, elles ont en fait ce statut de freaks, de monstres, de bizarreries, autant dans leur quartier que même chez elles à la maison que à l'école. Selon moi, cette ostracisation, elle est développée à travers le film par le refus notamment des deux sœurs à se conformer à la féminité dictée par les rôles de genre et les injonctions dans notre société occidentale et patriarcale. Pour expliquer cette idée, je vais citer plusieurs passages du film. Déjà, au tout début, et c'est comme ça qu'on rencontre son personnage, on va voir Ginger déclarer que les poignets c'est pour les filles, je vais me trancher la gorge. Can this happen to a normal woman? Baxter's fertilizer. And everyone's just standing there like staring. Why don't they just catch that thing? How hard could it be in a place full of dead ends? Fuck. Wrists are for girls. I'm slitting my throat.
comme s'il y avait une façon plus girly de mettre fin à ses jours et que cette façon c'était d'office la mauvaise. Dans une scène à l'école, Ginger et Brigitte se moquent également très ouvertement de leurs camarades féminines à l'école, avec leur obsession de l'apparence et des garçons parce que rien de tout ça ne les intéresse en fait. En plus, elles appellent les règles the curse, soit la malédiction, le mauvais sort, quelque chose qu'elles déclament qui ne les atteindra jamais. Moi j'y vois aussi un refus de grandir et surtout un refus de, entre guillemets, devenir femme, puisque devenir femme signifie avoir un corps avec des formes qui entraînent une sexualisation par un changement de regard que les hommes et la société portent sur elles, ce que je vais évidemment développer juste après. C'est pas pour rien qu'elle parle de mourir si tôt en fait, je pense que c'est tout simplement le fait que, comme ça, elles seraient figées éternellement telles qu'elles sont. Sauf que Ginger finit par avoir ses règles et c'est là que tout va changer. B. I just got the curse. Ew. Well, it's not contagious. I know that. God! I mean, kill yourself to be different. Your own body screws you. But if I start simping around tampon dispensers and moaning about PMS, just shoot me, okay? On arrive finalement au point de bascule du film, littéralement quelques minutes après que le sang de règle ne coule sur les cuisses de Ginger. Celle-ci va se faire attaquer par une créature qu'on va à peine distinguer. En fait, on dirait un gros chien. Et c'est assez vite que Brigitte et un autre personnage qui s'appelle Sam, un personnage masculin du coup, vont rapprocher du coup cette créature à un loup-garou, un lycanthrope comme Sam va l'appeler. Rien qu'avec cet événement dans le récit, on est quand même un peu obligé de rapprocher la puberté et la lycanthropie. Parce que c'est à partir de cette attaque que le corps de Ginger va changer petit à petit. Des poils vont lui pousser, puis une queue, sa force va grandir, ses canines s'allongent, elle a même des griffes qui vont apparaître. Alors évidemment que quand un être humain grandit, elle n'a pas de queue qui pousse parce que on est quand même encore dans un film fantastique, avec des loups-garous quand même. Mais bon, les règles, les poils, l'appétit sexuel, tout ça c'est quand même vachement évident quoi, si je peux me permettre. Je trouve que dans ce film, ce qui est le plus mis en avant avec la thématique de la puberté et de l'adolescence de son personnage féminin titre, ce sont les règles et la sexualité. Je crois que je ne dois pas le rappeler, mais on a quand même un problème de représentation des règles à l'écran. Là, comme ça, en y réfléchissant, à part Ginger Snaps, du coup, je pense à Excision, à Silencio, à Blew My Mind. Donc voilà, c'est pas des films hyper connus et hyper mis en avant, forcément, à part si on s'intéresse vraiment au genre, du coup. Et puis je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, donc sorry, je vais me répéter, mais la façon dont quelque chose est représenté, ça compte quand même beaucoup, parfois autant, voire même plus, que si c'est représenté ou pas. Donc bref, dans Ginger Snaps, je le rappelle, film de 2000, on a une représentation qui est quand même particulière du sang des règles. On va le voir vraiment très frontalement quand il va couler sur la cuisse de Ginger, ou on va le voir aussi dans une culotte que sa mère retrouve dans le linge sale. Il y a aussi un commentaire qui est fait sur l'importance et presque la sacralisation en fait que les générations plus anciennes et même en fait la société de manière générale vont mettre sur les règles, surtout les premières règles. Quand la mère des filles comprend que Ginger a, entre guillemets, enfin eu ses premières règles, elle va la féliciter, elle va lui apporter un gâteau, elle va lui dire qu'elle peut lui demander tout ce qu'elle veut, et évidemment elle sort la phrase « Notre fille est une femme maintenant ». J'avais déjà fait des recherches sur le sujet, donc j'aimerais vous partager un peu ce que j'ai lu dans le livre Un corps à soi de l'autrice féministe Camille Froidevaux-Métry. Alors, elle va y expliquer que dès que le corps des filles se retrouve marqué de signaux sexués tels que les règles ou l'apparition des seins, elles vont, donc les filles, se retrouver propulsées, je la cite, dans une condition sexuelle sans qu'elles ne puissent rien y faire. En effet, toujours selon elle, la puberté, elle entraîne pour les filles la constitution d'un nouveau statut social féminin, une sorte de nature, entre guillemets, de femmes qu'elles ne peuvent contrôler.
Elle se base sur ses propres observations, notamment de proches de ses propres enfants, et elle va expliquer que dès que ton corps en tant que fille montre des signes sexués, tu vas à la fois entrer dans ce nouveau statut et tu vas être indéniablement sexualisée. Alors malheureusement, il y a des personnes absolument ignobles qui n'attendent pas la puberté pour désirer sexuellement une femme, mais bref, tout ça pour dire que les règles, elles ont vraiment cette place toute sacrée dans la vie des femmes, dans notre société. Une fois qu'on s'en rend compte, on peut plus ne plus le voir en fait. De plus, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est le fait que la douleur de Ginger pendant ses règles, elle est silencée, elle est rendue à une normalité par le discours de l'infirmière de l'école qui lui dit que c'est normal, puis qui enchaîne en parlant de maternité. I'm sure it seems like a lot of blood. It's a period. But really, it was like Geyser. Everyone seems to panic their first time. Now, neither of you have had a period before, and you're how old? I'm almost 16. She just turned 15. She skipped a grade. Okay, so it's all normal. Very. Expected every 28 days, give or take, for the next 30 years. Voilà, ça y est, Ginger elle est enfin une femme, ce qu'elle déteste et qui la dégoûte. Elle veut pas changer et surtout elle veut pas, entre guillemets, devenir femme, elle veut surtout rester elle-même. Au niveau de la sexualité, Ginger et Brigitte sont au début du film totalement fermées à ce genre d'avance, bien qu'elles soient, malgré elle et surtout Ginger, vu que justement elle commence à avoir de la poitrine, elles soient déjà sexualisées par le regard masculin des élèves. Elle se moque même carrément des autres filles qui ont un copain et donc probablement une vie sexuelle active. Puis ça va en fait basculer lorsque Ginger elle va se transformer, lorsqu'elle va muter, donc littéralement pendant sa puberté en fait, où elle va devenir hyper tactile avec Jason, le type qu'elle remballait au début quand il est venu vers elle pour lui dire qu'ils devraient être ensemble. Elle a des pulsions, elle les montre et du coup elle se fait notamment slut-shamer par Trina, leur ennemi de l'école. Il y a cette scène dans la voiture de Jason où Ginger et lui sont sur le point d'avoir un rapport que j'ai trouvé vraiment intéressante, du coup je vais m'attarder sur celle-ci. Alors Ginger elle est très entreprenante et active dans cette scène et il va la rappeler à l'ordre en fait en lui disant notamment Who's the guy here? Donc c'est qui le mec ici? Plus tard quand Ginger elle sera rentrée dans la chambre qu'elle partage avec Brigitte, elle va lui parler de l'expérience et surtout du fait qu'elle soit vachement déçue en fait. Wasn't it all like I thought it would be? There was just all this squirming, squealing. And then he's done. And you're like, oh. Jeff's probably out there telling everyone what a freak I am. We'll say the same thing about him. It doesn't work like that. I mean, he got laid. I'm just a lay. He's a hero and I'm just a lay. A freak mutant lay. Selon elle, finalement le sexe, ça dure que quelques minutes à peine, puis le gars finit, et toi en tant que femme, t'es juste là, tout ça pour ça en fait. Elle enchaîne avec quelque chose d'encore plus intéressant selon moi. Elle dit que Jason, du coup, est sûrement en train de raconter à tout le monde qu'elle est un monstre et que, en fait, son statut social et sa réputation vont en prendre un coup alors que, lui, il a réussi à coucher, donc il est gagnant dans l'histoire. Camille Froide-Vaumétry, elle en parle aussi dans son livre en disant que, et je cite, « Le schéma sexuel massivement partagé articule valorisation de la virginité et de la passivité féminine d'un côté, exaltation de la conquête et de la performance masculine de l'autre. » Ginger, c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui est hyper contestataire. Elle va se révolter face aux différentes injonctions imposées aux femmes, elle va lutter contre les normes de genre qui tentent de la déposséder de son corps. Sa transformation en monstre, elle est en fait elle-même une revendication en soi, selon moi, puisqu'elle va venir avec des pulsions violentes et sexuelles. D'abord, elle va essayer de rejeter les mutations de son corps, notamment en essayant de se couper la queue. Elle va finir par les accepter et donc elle va accepter en fait ce changement en elle. Elle va se réapproprier sa transformation
et elle va se réapproprier du coup son corps que le loup-garou et la société essayent de s'approprier. Il y a une citation qui explique ça très bien, je trouve, une citation qui est du film. I just got my period. Okay. Now, I've got weird hairs. So what? That means I've got hormones and they may make me butt ugly, but they do not make me a monster. Donc en gros, je viens d'avoir mes règles, j'ai des poils bizarres, et alors, ça veut dire que j'ai des hormones, et ils me rendent peut-être hyper moche, mais ils ne font pas de moi un monstre. Ce que je comprends moi là-dedans, c'est que Ginger, elle dit que grandir, avoir des hormones et du désir, ça fait pas d'elle un monstre en fait. Du coup, les transformations qui viennent avec la puberté des femmes et qui sont généralement passées sous silence, donc les poils qui doivent être rasés, les règles qui doivent rester tabous, l'appétit sexuel qui doit être contrôlé, tout ça, ça fait d'elle un être humain, une adolescente, entre guillemets normale en somme. Donc que le corps féminin contre lequel elle luttait au tout début du film, c'est finalement pas une menace ou un ennemi comme elle le pensait au début, tant qu'elle peut en faire ce qu'elle désire. Ça peut être un peu contradictoire, qu'elle dise qu'elle n'est pas un monstre, parce que elle se transforme littéralement en loup-garou, hein. On reste quand même dans un film fantastique avec des loups-garous, comme j'ai dit, mais en même temps, devenir loup-garou, c'est ce qui lui permet de s'exprimer plus ouvertement et de se sentir plus libre dans son corps. Et pour un film de 2000, je trouve que c'est quand même hyper révolutionnaire. Bon, alors si vous êtes encore là, je suppose que vous avez vu le film, donc vous savez ce qui se passe. À la fin, Ginger, elle est tuée par sa sœur Brigitte. Je rapproche ça avec la fin quand même assez frustrante de The Craft, où un film sur la sororité et la résistance aux normes de genre finit par tomber dans des clichés de rivalité féminine. Pareil pour Jennifer's Body, autre film que j'ai d'ailleurs couvert dans le podcast, où la figure monstrueuse, qui est trop forte, trop révoltée, trop contestataire, elle doit quand même finalement être arrêtée. Parce que bon, même si je suis d'accord avec le fait que c'est hyper satisfaisant de l'avoir tuée, n'empêche que c'est moralement pas très bien, donc forcément il faut se débarrasser de la menace. Ce qui est hyper intéressant par contre, c'est de voir qui Ginger tue. D'abord sa camarade de classe qui représente tout ce que Ginger déteste dans la féminité, puis le principal de son école, une figure d'autorité masculine, le concierge, un autre homme qui selon elle regardait Brigitte comme s'il regardait un bout de viande, et enfin Sam qui, selon Ginger toujours, était trop proche de Brigitte et voulait juste coucher avec elle. Du coup, les meurtres qu'elle fait, ils entrent en résonance avec son refus de laisser la société contrôler son corps et le corps de sa sœur, autant vis-à-vis des standards de beauté que de soumission aux hommes. Et je citerai du coup un article appelé « Corps féminin et personnage type du film d'horreur gore dans Ginger Snaps », que d'ailleurs je mettrai dispo dans la description de l'épisode, ouvrez les guillemets du coup. Le film rend cependant visible la situation impossible dans laquelle le film d'horreur place la femme et invite son spectateur à s'identifier à des personnages qui, au final, préfèrent tenir, plutôt que le rôle de la victime passive, celui du monstre contestataire. Fermez les guillemets. On n'a pas beaucoup parlé de Brigitte, qui est un personnage qui reste quand même plutôt effacé dans le premier film. Mais pourtant, il y a quand même quelque chose à dire sur elle, évidemment, parce que même si elle n'est pas du coup le personnage titre, elle est quand même très importante. C'est vraiment... sans Ginger, il n'y a pas Brigitte et inversement. Brigitte, elle est ni dans le rôle du monstre, ni dans le rôle de la victime passive telle qu'on l'entend. Elle est plutôt une sorte, entre guillemets, d'antagoniste active. Antagoniste parce qu'en fait, elle va se dresser en opposition à la transformation de sa sœur en cherchant un remède pour la stopper. Enfin... Je dis antagoniste, si on est plutôt du côté de Ginger, on pourrait du coup inverser les rôles, forcément. De plus, on passe quand même beaucoup de temps à la suivre en fait dans cette quête, et c'est souvent par son regard à elle qu'on va découvrir les changements du corps de Ginger, ce qui fait que malheureusement, on n'est pas encore totalement dans l'expérience intérieure de Ginger. On va plus se concentrer en fait sur Brigitte, comment elle va voir les différents changements de sa sœur, et puis comment elle va tenter, et puis elle va réussir du coup à arrêter le monstre qu'elle est en train de devenir. Je voulais aussi parler de la relation
entre les deux sœurs parce qu'elle est super importante quand même. Alors, Ginger et Brigitte, comme je l'ai dit, elles sont tout le temps ensemble, elles sont presque collées comme dit leur mère. Brigitte, elle fait toujours ce que fait et ce que dit Ginger. Il y a un côté assez insidieux en fait à leur relation, un côté très toxique. Certaines personnes vont dire carrément qu'elles y voient un côté incestueux. Moi, j'y vois surtout une difficulté pour Brigitte d'être sa propre personne en fait. Vers la fin de la transformation de Ginger en loup-garou, celle-ci va lui dire « Tu as toujours voulu être moi ». C'est quelque chose qu'elle lui reproche parfois, et puis parfois avec laquelle elle joue pour lui rappeler qu'elles sont censées rester toujours ensemble, together forever, jamais séparées. C'est un peu une relation push and pull, à la fois fusionnelle et à la fois comme des aimants en fait qui vont se repousser. Et même à la fin, Brigitte, elle va pas réussir à totalement se défaire de sa sœur, puisque elle va se coucher sur son corps mourant au lieu de s'injecter avec le remède Tulou qui du coup va faire en sorte que elle ne pourra pas se transformer. Elle est aussi en opposition à Ginger parce que son corps à elle ne changera pas forcément, enfin pas dans le premier film, et ne sera jamais sexualisé ni sexué. Elle aura par exemple jamais ses règles et elle va pas s'engager dans un rapport sexuel, contrairement du coup à Ginger, qui est d'ailleurs sexuellement très active sans pour autant trouver du plaisir avec un partenaire, ça je l'ai dit. Contrairement à Ginger, du coup, elle s'oppose pendant toute la durée du film à la féminité qu'elle rejetait au début avec sa sœur. C'est quelque chose qui va continuer à être source de conflit dans le deuxième film, puisque à la fin du premier, comme je l'ai dit, Brigitte, elle va être contaminée, entre guillemets, par Ginger. Son destin, il est alors scellé, elle va finir par se transformer. La question est, quand ? Avant de passer au deuxième film, je voulais faire un petit point sur la mère, qui est hyper intéressante, je trouve. Déjà, je l'ai pas dit, mais elle s'appelle Pamela, important de le dire, donc justice pour Pamela. Ensuite, je l'ai déjà mentionné, elle est quand même assez présente pour ses filles, ou en tout cas elle essaye de l'être, contrairement au père d'ailleurs qui est vachement effacé. D'ailleurs ça m'a vraiment tuée parce que justement le soir où elles sont à table, enfin où toute la famille est à table pour dîner, Pamela va parler des règles de Ginger et le père va être là mais Pamela c'est bon on mange, comme si c'était vraiment dégueu en fait de parler de règles quand on mange. Bref, j'avais envie de le mentionner. Je reviens à ce que je voulais dire sur la mère. La mère, du coup, Pamela, elle veut simplement être là, en fait, pour soutenir ses filles, mais elle va quand même leur laisser leur intimité et elle va les respecter. Par exemple, quand Brigitte va lui dire qu'elles peuvent gérer leurs problèmes de leur côté, elle va pas insister, elle va leur dire qu'elles ont fait une chose terrible, mais elle sera toujours là pour elles. Elle est même prête à faire exploser la maison et laisser le père pour recommencer une nouvelle vie rien qu'à 3. Si ça, c'est pas une mère incroyable, franchement, je sais pas. Voilà, j'ai déjà dit pas mal de choses. Le film, il est dense en thématique que je voulais vraiment mettre en avant. J'aime énormément ce film, comme je l'ai dit, voilà. Et je suis très contente qu'il soit sur Shadows parce que je pense que du coup, ça va inciter pas mal de monde à le découvrir ou à le redécouvrir. Donc voilà, je suis super contente. Merci Shadows. Alors, on passe à la suite. Of Ginger Snaps. What are you doing here? I'm on to you. Here comes the next chapter. As one of the most terrifying werewolf tales continues. You feel you're not alone. In a world of eternal darkness. Keep me here. People are gonna die. Wait. What the hell is out there? The monster. He wants to mate with me. How can you escape? How we get out of here? Tell me. Dans Ginger Snaps 2, Unleashed, on retrouve Brigitte après les événements du premier film. Parce qu'elle a été infectée par le sang de Ginger, elle va être obligée de s'injecter le Tulou, remède qui fonctionnait du coup dans le premier film, comme je l'ai dit. On ne sait pas exactement depuis combien de temps elle fait ça, mais on peut assumer que ça fait un bail. Elle tient un journal où elle va noter les différentes mutations de son corps et les dates. On voit qu'elle est en fuite, que les seuls papiers qu'elle a sur elle, c'est une carte de bibliothèque
où elle se rend assez souvent d'ailleurs pour se renseigner sur son état, j'imagine. Après une attaque de loup-garou et un gros bad trip, elle va se retrouver en hôpital psychiatrique. Et quand elle va essayer d'expliquer qu'elle n'est pas addicte, ses paroles, elles vont pas être entendues. Elles vont même être silencées carrément. Et donc, elle va se retrouver coincée dans cet hôpital. Elle va aussi avoir des hallucinations où elle voit Ginger qui se joue d'elle en lui rappelant constamment que tic-tac, tic-tac, elle va finir par se transformer. Évidemment, cette transformation, c'est quelque chose contre laquelle est Brigitte. Alors évidemment, avec le besoin constant de se shooter, le film, il va faire un gros parallèle à l'addiction et à la dépendance aux drogues. Mais dans cette transformation inévitable en loup-garou, moi en fait, je vois surtout deux choses. Déjà, le fait que Brigitte va être obligée, contre son gré, de devenir adulte et de continuer du coup sa lutte contre son corps changeant. Et donc sa lutte de rester différente, de ne pas être sa sœur mais d'être sa propre personne. Et j'y vois aussi la passation de trauma, notamment le trauma qui vient avec le fait d'être obligée de changer de statut social et sociétal quand, en tant que femme, on a un corps qui devient sexué et donc qui est irrémédiablement sexualisé. Un truc qui m'a frappée, c'est que le premier plan, pied sur son personnage, c'est elle complètement nue, assise aux toilettes. Alors, on va rien voir de son corps, mais c'est quand même un changement drastique par rapport au premier film, où justement, on voyait pas du tout le corps de Brigitte en fait. Elle restait ce personnage qui était caché sous des vêtements hyper larges et hyper amples. Je voulais aussi faire un petit point au niveau de la sexualité, parce que forcément le film il en parle aussi, en continuation on va dire du premier. Comme va dire Ginger, ou plutôt le fantôme de Ginger, it all starts with wanting. La mutation, elle commence avec un désir et un appétit sexuel qui va d'ailleurs faire que Brigitte, elle va halluciner cette scène qui est d'ailleurs incroyable où en fait elle est en cours de yoga dans l'hôpital psychiatrique du coup et elle va donc halluciner, comme j'ai dit, une scène de masturbation collective entre femmes où en fait du coup la prof de yoga, elle va l'entendre dire ou en tout cas expliquer aux filles de trouver leur rythme, d'explorer leur corps, etc. C'est une scène qui m'a vraiment surprise pour le coup et honnêtement je trouve qu'elle est très bien écrite et mise en scène. C'est quand même assez rare de voir une femme plus âgée, une femme noire qui plus est, encourager des jeunes femmes à explorer leur corps. Alors oui, c'est une hallucination, mais ça reste quand même une scène intéressante. On peut voir aussi dans le film différents hommes exprimer un intérêt sexuel pour Brigitte, et la seule fois où elle va montrer un intérêt pour la chair de l'un d'eux, c'est littéralement pour la chair en fait, c'est pas pour avoir un rapport sexuel, genre vraiment c'est pour le manger quoi. Alors que quand il s'agit réellement de désir sexuel qui va même la pousser à se toucher elle-même, elle est entourée de femmes. Alors, on n'aura jamais la confirmation de l'orientation sexuelle de Brigitte, à part cette blague où, dans une scène de groupe de parole, elle va expliquer que les mutations surnaturelles qui risquent de lui arriver et que la thérapeute prend une seule note dans son cahier lesbienne. Donc c'est un sujet à interprétation, mais franchement, ça pose quand même question. Dans le film, il y a également une intrigue avec Tyler, un gars qui travaille pour l'hôpital, qui demande des faveurs sexuelles de la part des patientes en échange de leur donner leur conso. Si ça peut faire un commentaire intéressant, je trouve que le film il finit par pas trop savoir quoi dire dessus. Il va un peu aussi entre la dépiction de ce type abject comme un antagoniste et puis comme un protagoniste majeur. Et pour ça, j'ai vraiment cru qu'on aurait une sorte de réhabilitation de ce personnage violeur, ce qu'on a presque quand on apprend qu'une des patientes aurait menti sur le fait qu'il aurait agressé. Bon, en tout cas, je suis pas sûre que c'est ça, mais je pense que oui. Et du coup, c'est un peu bizarre parce que, ok, oui, le film il est vieux, mais c'est quand même passé un peu difficilement avec moi, je vous avoue. Ça sort un peu nulle part, quoi. J'ai honnêtement beaucoup moins de choses à dire sur le deuxième film que sur le premier film. J'ai été d'ailleurs un peu déçue, je vous avoue, de celui-ci, notamment parce que, vous l'aurez compris, et je l'ai dit en fait clairement, j'adore le premier film, et que je trouve qu'il va aborder énormément de sujets hyper intéressants. Du coup, je dirais que ce que j'aime le plus avec cette suite, c'est qu'on a enfin l'opportunité de voir Brigitte être un personnage indépendant.
J'en parlais déjà plus tôt, mais Ginger et Bridget, elles sont conjointement liées, au point où en fait la personnalité de Ginger, elle va absorber totalement celle de Bridget. Et du coup, maintenant que sa sœur, elle est plus là, Bridget, elle va continuer de combattre contre son fantôme. Mais du coup, elle va devenir progressivement sa propre personne indépendante, sa propre personne forte. Non pas, par contre, sans une petite sœur de substitution avec le personnage de Ghost, un personnage que j'ai personnellement trouvé bien trop sous-développé pour me faire ressentir une quelconque empathie. Mais bon, c'est personnel. Je suis aussi assez triste qu'il n'y a aucune mention de la mère Pamela, que j'aimais beaucoup et qui semblait prête à tout en fait pour ses filles. Donc c'est un peu bizarre que juste, il n'y a pas de mention d'elle, on la voit nulle part. Le lien entre une fille et sa mère, c'est clairement pas le même qu'entre deux sœurs, mais je pense que j'aurais quand même trouvé ça intéressant de voir Brigitte interagir avec sa maman. Le troisième film, tourné directement à la suite du deuxième et sorti la même année, c'est une sorte, comme je l'ai dit, de préquel / reboot / remake, qui place l'intrigue au 19e siècle, plus précisément en 1815. Indians say the curse began in the time of the ancients. Legends of the day of reckoning, when death would consume the land. But where is everyone? The trade party was supposed to return with supplies 2 months ago. The hell's going on, Murph? They're all dead. We're turned into these sieging monsters. There's one inside. It ripped through the wall. Hello? We got bit last night. Your sin brought the devil upon us. It was some kind of animal. It was deformed. They're everywhere. Let them come. Close the door! You're gonna kill my sister. It's too late. She's turning. I'm turning into something. I have to kill him. Après avoir perdu leurs parents, Ginger et Bridget sont attaqués par des loups dans une forêt enneigée. Un homme les sauve et les emmène à Fort Bailey, une ville fortifiée où il semble que seulement des hommes habitent. Parmi eux, un révérend, un sergent, un docteur et le leader qui les accueillent avec plus ou moins de bienveillance. Une nuit, Ginger trouve un petit garçon dans une pièce du fort qui la mord. Elle se transforme alors petit à petit en loup-garou. Pendant ce temps, une menace rôde par-delà les remparts. Alors, je vais aller relativement vite sur ce film que j'ai trouvé plutôt sympathique, bien que clairement dispensable. L'esthétique gothique et enneigée, elle est très agréable, je trouve. Les deux sœurs, elles sont géniales, en fait. Ça m'a fait trop du bien, après le 2, de revoir, en fait, Ginger et Bridget ensemble. Et forcément, je pense que avec ce film, ils ont bien compris dans la prod que ce qui nous intéresse, c'est ce duo. Et du coup, c'est un petit peu bizarre parce que le film, il va quand même vachement se concentrer sur ces personnages masculins qui, selon moi, vont prendre beaucoup trop de temps de parole et beaucoup trop de temps d'écran. Alors que, comme j'ai dit, je suis sûre que la prod, elle sait maintenant qu'on est là pour les sœurs. Donc, le fait de mettre les sœurs Fitzgerald au milieu d'un groupe d'hommes, enfermées à l'intérieur d'un lieu qu'elles ne connaissent pas avec eux, je trouve que c'est très intéressant. Surtout pendant cette période où la croyance aux sorcières et où la chrétienté régnait en fait dans les esprits. Dès leur arrivée, le révérend, il va en fait les voir d'un très mauvais œil et il va direct y avoir un gros sexisme présent en fait, doublé d'une diabolisation des femmes. Ces femmes, ce sont des tentatrices, des putains, des sorcières. Avec ça, on fait face à une double menace, donc les loups-garous à l'extérieur, les hommes à l'intérieur. Seulement, il y a toute une intrigue autour de personnages masculins qui va du coup éloigner en fait le récit des sœurs Fitzgerald et du coup, comme je l'ai dit, ça va faire qu'on va pas les voir suffisamment et je trouve que c'est hyper dommage. Par contre, quelque chose que j'apprécie par rapport à ce film-ci, c'est la sororité qui va vraiment y être très présente. Le Together Forever qu'on a dans le premier film, il va vraiment être respecté jusqu'au bout ici en fait, parce que, voilà, spoiler du coup, on va déjà sentir moins le jeu de pouvoir entre les sœurs et
la mutation de Ginger en loup-garou, en fait, elle va pas éloigner les sœurs du tout. Au contraire, elle va en fait vraiment les pousser à encore plus s'entraider l'une l'autre, jusqu'à la fin, où voilà, spoiler alert, Ginger envahira le fort avec des loups-garous pour sauver Brigitte d'une exécution, pendant que le fort brûle et les hommes avec elle. J'adore d'ailleurs cette image. On a vraiment en arrière-plan ce fort qui brûle et en avant-plan, assises dans la neige, Ginger et Brigitte qui sont l'une dans les bras de l'autre, se serrant la main, ensanglantées, promesse qu'elles se transformeront ensemble. Au final, c'est le premier film qui m'a le plus marqué et c'est celui-là dont je voulais vous parler en priorité. J'espère que j'ai pu vous le faire découvrir. Alors globalement, Ginger Snaps, pour moi, c'est une trilogie qui, sur fond de lycanthrope, va traiter de sujets comme la puberté, le non-conformisme, le refus des normes de genre et de la féminité traditionnelle, le trauma générationnel, le refus de grandir, les addictions et la découverte de sa propre identité. Les films, ils vont montrer une sororité qui est assez complexe et torturée, avec des personnages qui sont, selon moi en tout cas, bien écrits, et une attention particulière au réalisme de celle-ci, malgré le côté fantastique et évident de l'histoire globale. Comme je l'ai dit, c'est le premier film que j'aime le plus, c'est celui que j'ai découvert il y a quand même quelques temps maintenant, et du coup j'adore en fait les thématiques qu'il explore, avec, je trouve, beaucoup de subtilité, beaucoup d'intelligence. Et je voudrais terminer avec une petite citation que j'ai repris de l'excellent livre Monstrueuse de Taous Merakchi, que je vous invite à lire, s'il vous plaît. Il est incroyable ce livre, vraiment. Donc, la citation est la suivante. « La transformation de Ginger n'est pas seulement une mutation, c'est une émancipation. La fuite de la féminité domestiquée qu'elle abhorre et qu'elle refuse à tout prix d'incarner, plutôt crever. » Et voilà mes petites goules, c'est tout ce que je voulais dire sur Ginger Snaps. J'espère que cet épisode vous a plu. J'ai adoré y travailler, donc ça me ferait super plaisir d'échanger avec vous sur le sujet. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Toutes vos interactions me font plaisir à chaque fois. Le prochain épisode, ce sera un récap du Festival Sabaton qui a lieu ce week-end du coup. J'espère vous y voir nombreux et nombreuses. N'hésitez pas à venir faire coucou. Sur ce, à bientôt pour de prochains films. Portez-vous bien!